Coucou, eh bien c'est déjà le 6e épisode de la série Top Tarot Trumps où je vous présente pour chacune des cartes des atouts de l'arcane majeur, donc 5 ou plus versions de la carte qui me parle particulièrement. Et donc on a la carte numéro 5, c'est l'Hiérophante ou le Pape. En fait, j'en ai pris un petit peu plus que 5 pour pouvoir vous montrer ce qui me parle ou pas. Dans certaines des autres vidéos de la série, je vous ai lu des textes que j'avais publiés sur chacune des cartes pour vous dire vraiment comment je positionne aussi les représentations sur les cartes par rapport à les interprétations que j'en fais. Donc c'était le lien entre illustration et interprétation qui était vraiment central. Et pour ça, j'avais plaisir à vous lire des textes que j'ai écrits, qui sont sur mon blog sur cette carte et qui permettent aussi de partager ma vision. L'année passée, pendant la saison du taureau, j'avais déjà réalisé une vidéo où je lisais plein de textes sur cette carte et je partageais mes analyses. Donc je la link en haut dans la description aussi pour que vous puissiez aller voir ça si ça vous intéresse et même commencer par là. Je fais vraiment tout un travail d'analyse de la carte, donc c'est quand même intéressant. Et même si vous vous dites ok, moi j'ai cette version ou ce rapport avec la carte, c'est aussi toujours intéressant de voir comment d'autres personnes avec le temps se sont appropriés cette carte et aussi avec notre propre expérience, notre propre point de vue sur le monde et tout. Mais ça, je veux aussi vous le ramener dans cette vidéo. En réfléchissant, en préparant la vidéo, je voyais déjà qu'il y a plein de choses auxquelles je me disais « Ah, mais je peux expliquer ça aussi par rapport à tel élément de mon parcours ou tel élément. » Et voilà pourquoi ma version de la carte est pas forcément une version très classique, une hiérophante comme... voilà, le pape. Et donc on a cette question d'une figure d'autorité qui peut être assez dogmatique, qui nous passe telles quelles les clés d'une tradition, les traditions auxquelles il faudrait être initié pour accéder. Donc le rapport figure d'autorité, prêtre, pape ou toute autre chose, et les disciples qui reçoivent, qui s'initient, etc. Pour moi, le pape, c'est une figure de rapport au savoir pouvoir, au savoir et donc forcément au pouvoir. Mais comme figure dans l'ensemble de ces premières cartes de l'arcane majeur qui nous interrogent sur notre rapport au savoir, elle nous interroge surtout sur notre positionnement et de qui on le reçoit et comment on le transmet et comment on fait le tri et comment on exerce notre esprit critique. C'est ça qui est plus important. Alors, ça peut donner l'impression parfois que je pratique un tarot un peu qui occulte, encore un mot-clé qu'on associe souvent à l'hiérophante, qui occulte certains aspects plus difficiles, plus sombres, plus intenses des cartes. En fait, c'est pas le cas, c'est juste que c'est pas ce que j'ai envie de voir en premier lieu. Et sur la question, en réalité, d'être dogmatique, d'imposer son interprétation, d'initier les gens. En vrai, je vais voir beaucoup de cartes qui parlent de ça, mais pas en priorité celle-ci. Après, ça dépend des illustrations sur les jeux et tout. Parfois, l'illustration va me frapper et je vais voir ça dans cette carte-ci, mais je vais voir ça aussi et beaucoup plus sur la carte du diable, par exemple, même sur la carte du soleil, qui peut avoir un côté, voilà ma vérité, voilà ce que je pense, sans forcément exercer son esprit critique. Donc je vais plutôt voir ça là-dedans. Je peux voir ça complètement dans certaines cartes de l'arcane mineur. Je dirais dans toutes les suites, je peux voir ce genre de figure. Je peux voir ça aussi comme une facette des rois qui dans mon système sont aussi des cartes de transmission et de rapport au savoir. Mon rapport, mon cheminement avec cette carte n'est pas qu'elle est en priorité une figure qui transmet les clés pour comprendre une tradition, une école de pensée d'une façon où il faut juste tout avaler et pas trop digérer, quoi. Mais ceci dit, la question de la transmission et de passer les clés, elle est quand même essentielle. La question de la sagesse, je vais vous montrer, c'est une petite chouette. En fait, plus qu'un cheminement, parce que là, à ce stade, ça fait 8 ans que je pratique le tarot, c'est quelque chose qui m'est apparu comme une urgence dès que je suis arrivée au tarot. C'est que des cartes comme celle-là, c'est pour ça que j'ai découvert le tarot et j'ai fait « Oula, il faut que je découvre les personnes qui transmettent, qui partagent leurs analyses du tarot dans une optique féministe et queer, parce que sinon, là, ça ne me va pas. » Et donc, directement via, en particulier, le site Little Red Tarot, j'ai été confrontée à des choses qui étaient liées aux ancêtres, à comment on passe nos savoirs. J'étais à ce moment-là, possiblement en 2016, encore active dans des associations, des collectifs
de transmission, de textes, de récits de soi et tout autour de l'histoire et des vécus des lesbiennes et des bi. Et du coup, c'était vraiment quelque chose qui venait directement me parler par rapport à ce qui me tient à cœur. Je travaillais dans le domaine associatif autour des études de genre, et encore une fois, c'est quelque chose qui fait partie de l'ensemble de mon parcours et professionnel et militant, et aussi académique, entre guillemets, en tout cas à travers mes études. Donc vous savez certainement, si vous me suivez souvent, j'ai étudié l'histoire. Alors c'est pas vraiment un truc qui est super un intérêt spécifique, quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie ou quoi, mais c'est quand même quelque chose, c'est une façon de voir le monde. Si à 18 ans je me suis orientée vers l'histoire, c'était pas pour étudier des dates, comme plein de gens s'imaginent encore en 2024 que l'histoire c'est ça, mais c'était parce que ça me paraissait extraordinaire qu'il y ait une discipline à l'UNIF qui me permettait d'exercer un esprit critique, d'aller chercher les sources par moi-même, de passer du temps dans les archives. On a eu, dès les premières années, on a des travaux de séminaire à fournir à l'UNIF et tout, et d'aller voir les sources et de les critiquer et de retirer des choses, et du coup de transmettre avec l'aide de bien sûr plein d'autres personnes qui ont écrit aussi sur ces sources, ou pas, parce que souvent notre travail quand on arrive en tant qu'étudiante à l'université, c'est d'aller vraiment chercher des sources sur lesquelles peu de gens ont encore travaillé, et puis ensemble, en plus dans les travaux de séminaire et tout, on ramène tous un bout d'analyse. Et pour moi, c'est ça l'histoire. C'est ça les clés aussi, c'est d'aller chercher directement les sources. Puis je me suis intéressée directement, vous savez, aussi à l'histoire du féminisme, des femmes, du genre. Et donc, forcément, il y a quelque chose là dans la transmission. Quand des historiennes ont commencé et des historiens aussi ont commencé à pratiquer, à ramener la question de l'histoire des femmes, c'était de se dire qui on a invisibilisé dans les archives. Qui sont là, mais ne parlent pas dans les archives les plus valorisées, celles qu'on a l'habitude de voir, ou qui sont là entre les lignes. Et aussi, quand les archives ne disent pas quelque chose, quand on ne trouve pas quelque chose dans les archives, on peut faire parler ça. Et ça, c'est peut-être aussi la dimension occulte, cachée, la dimension du secret, d'Hiérophante pour moi. Ça va être moins où je garde, je donne les clés à certaines personnes, mais ça va être comment on va activer ces clés, comment on fait parler, ce qu'on a peut-être eu l'habitude de ne pas faire parler, d'invisibiliser. Tout ça, c'est forcément des choses de mon parcours qui vont éclairer ma compréhension de cette carte. Et je vous dis ça aussi parce que je crois que c'est intéressant, quand on se réapproprie les cartes, de connaître un peu toutes sortes de choses que des gens peuvent dire sur cette carte, des façons d'interpréter, mais aussi à chaque fois se dire, pour qu'elle vibre vraiment pour moi, il faut que je puisse la relier à des parties de mon vécu. Et si des gens disent le tarot c'est universel, oui, en un sens bien sûr, parce qu'on a tous cette capacité à se lire dedans. Mais il faut pouvoir se lire dedans. Et parfois il faut un peu forcer parce que les personnes qui ont transmis, hein, qui ont eu justement l'accès à l'édition, etc., pour transmettre leur vision du tarot, c'est peut-être des personnes qui sont de position plutôt dominante dans la société, etc. Pas peut-être, sûrement. Donc on a tout ce travail aussi d'excaver, qui est un mot qui peut aller bien avec Hiérophante. Et donc, Hiérophante qui est une figure de position, de comment on se positionne par rapport au savoir, elle est vraiment intéressante là aussi dans l'appréhender, nous, quand on commence à apprendre le tarot, c'est aussi se dire, oui, voilà, quel est mon positionnement à travers mon histoire par rapport au savoir, par rapport à ce qui m'est transmis, par rapport à ce que j'ai envie de transmettre. Et donc, on va tous te ramener des choses différentes là-dedans, mais voilà, je voulais dire, c'est ça mon angle. Et en fait, en réalité, une bonne partie de ce que j'ai envie de faire à travers mes vidéos, à travers mon site et tout, c'est aussi du travail d'Hiérophante, parce que c'est dire, ok, moi, mon rapport au savoir, mon rapport critique par rapport au savoir, et au savoir sur le tarot, et aux connaissances sur le tarot, c'est ça, ça, ça. Et voilà comment moi je fais mon chemin par rapport à ça. Je le digère, je l'approprie, et voilà les clés que j'ai envie de transmettre, qui peut-être vous seront utiles et peut-être pas, mais qui peut-être vous donneront juste envie de développer votre propre positionnalité par rapport à ces cartes. Et puis forcément, il y a plein de moments où j'aime bien parce que je suis à côté de ce petit cette boîte dans laquelle sont des cartes postales qui est plus ancienne, date du début du XXe siècle, des années 1900,
du côté d'une des branches de, de ma famille. Et donc, voilà, il y a des choses que je ne vais pas ouvrir forcément et qui pourtant vont informer ma façon de comprendre les cartes et tout. Je ne veux pas toujours être transparente forcément sur tout ça, mais voilà, je sais ce que je ramène et pas tout. Parce qu'il y a toujours des parties de ce qu'on ramène dans notre approche du tarot qui sont plus inconscientes et qui relèvent de ce qu'on ne va pas forcément analyser tout le temps, ce qui est OK. Je ne fais pas partie des personnes qui pratiquent le tarot qui prônent un travail de l'ombre permanent, etc. Souvent, je trouve que ça donne aux gens l'impression de péter plus haut que leur pète. Et du coup, de se dire « Ah ouais, mais moi, j'ai travaillé sur toutes mes ombres et tout. » Donc moi, j'ai vraiment la version parfaite du tarot parce que j'ai tellement travaillé. Donc moi, je vous dis, c'est un chantier. Et mon rapport au savoir change aussi beaucoup. Aussi, en ayant évolué dans ces milieux militants, etc., qui sont plus où je suis à l'heure actuelle, il y a aussi une ambivalence en fait par rapport à la transmission là-dedans. La meuf, elle parle beaucoup trop au lieu de vous montrer ses cartes. Non mais c'est pas possible. Là, je voulais commencer par vous montrer la carte des filles Spirit Tarot, tarot inclusif en français, et ça c'est la version indépendante. Et donc c'est pas tout à fait, c'est pas la même personne sur chacune des cartes. Et d'un coup il y a un petit bout de soleil, donc la mise au point devient compliquée. On a une personne qui est devant une bibliothèque, qui est devant ses petits fichiers, là, elle a toutes les petites fiches pour aller chercher dans ses répertoires. Et il y a là le bouquin, qui est peut-être celui où on s'inscrit. Mais en fait, c'est toi qui vas les servir sur les étagères derrière. Mais la personne, elle peut t'aider à faire tes recherches, à savoir vers quoi t'orienter. C'est pour ça que, en réfléchissant à cette carte, je trouvais que l'analogie des études en histoire était vraiment intéressante à mon époque. Quand j'ai commencé mes études en 2002, on allait encore faire des recherches dans des petits carnets, des petits fichiers comme ça dans les bibliothèques, les catalogues. Hein, les catalogues sur Internet et tout, ça n'en était encore qu'à ses débuts. Imaginez ça. Les clés, elles sont là. La personne, on dirait presque qu'elle vous les envoie en fait. La personne, elle n'est pas en train de faire oh, je garde les clés ou je vous les transmets, mais soyez dans une position. Je n'ai même pas pris une carte classique du pape avec moi, mais où vous êtes à genoux et vous recevez comme ça le savoir et tout. C'est genre, tiens, voici ton passe pour accéder à la biblio ou aux archives. Alors, je te dis, tu peux trouver ça, là, 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 là. Là, tu as les trucs de théorie critique là-dessus. Là, tu as ce que d'autres personnes ont écrit sur ce sujet. Et les archives, si tu vas les vérifier toi-même, c'est par là. Celle-là, ça, c'est vraiment une carte qui va être dans mon top. Comme beaucoup des cartes, évidemment, du Fils Spirit Tarot. On a les symboles, l'élément de terre, le signe du taureau sur la bague ici, que, à mon avis, vous n'allez pas voir. Je ferai peut-être des vidéos à part pour vous montrer. Et du coup, la planète qui régit, impossible à voir, qui régit le taureau, qui est Vénus. Ah, je suis partagée dans mes pensées parce que j'ai à la fois envie de faire l'analyse astrologique et à la fois envie de la ranger sur le côté et de continuer sur la question de la transmission. Je vais continuer avec la question de la transmission. Du coup, le tarot avec lequel j'ai appris le tarot, c'est le Wild Unknown. Je continue quand même de m'y référer. Donc, on a la question de cette espèce d'illumination, d'ivoire clair, qui est rendue à travers l'éclair. Après, du coup, j'imagine directement le tonnerre, la corneille ou le corbeau qui est en train de crier et tout. Et donc, il peut aussi y avoir une espèce de confusion mentale qui est là. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elle fait, cette corneille? Elle nous passe quand même la clé. Et après, on en fait ce qu'on veut. On a tout, à la fois les illuminations, le chaos, les trucs qui crient. Mais nous, on prend la clé et puis on voit ce qu'on en fait. On ouvre le coffre par nous-mêmes et pour nous-mêmes et on exerce notre esprit critique avec ça. Et c'est très rigolo parce que pendant que j'étais en train de sélectionner les cartes hier, les cartes que j'allais vous montrer, j'ai reçu un SMS de mon cousin qui était au Père-Lachaise. Alors, ça a un lien. D'abord, ça m'a fait penser à un truc. J'ai une copine, elle s'appelle Mélanie, qui a fait un podcast, une série de podcasts qui était vraiment cool sur le Père-Lachaise. Et je pense que ça s'appelle Les Voisines. Il faut que je check. Il faut que vous checkez les liens en dessous. Et c'est sur toutes les figures lesbiennes, bi, des meufs qui aiment des meufs, qui sont enterrées au Père-Lachaise.
Monique Wittig, Rosa Bonheur, mais aussi plein d'autres personnes plus ou moins anciennes. Alors Rosa Bonheur, on est dans le 19e, Monique Wittig est morte au début de ce siècle-ci, donc c'est vraiment le 20e siècle. On a d'autres personnes qui sont des figures emblématiques des nuits lesbiennes des années 90 et 2000 par exemple. C'est vraiment génial comme série, mais pour moi ce travail-là, à la fois par rapport au cimetière, mais aussi par rapport à ces oubliés de l'histoire, malheureusement, pour certaines d'entre elles, ou ces personnes dont on oublie un pan tellement pas négligeable de qui elles sont, genre, en fait, elles vivent avec des meufs, c'est leurs amantes, c'est pas leurs meilleures amies, hein, dans le cas de Rosa Bonheur, c'est flagrant, il y a encore eu des expos récemment où le fait qu'elles soient potentiellement lesbiennes ou bi, ou en tout cas, on ne les connaît que ayant vécu avec des meufs et ayant des histoires amoureuses avec des meufs, on n'en parle pas, comme si c'était tellement tabou ou terrible que... Enfin, ce qui est terrible, c'est de partir que par défaut, toutes les personnes sont hétérosexuelles et que ce serait un truc honteux à cacher le fait que les personnes sont queer, quoi. Mais donc, cette série, elle est géniale parce qu'elle nous plonge dans l'histoire, mais on a aussi des personnes qui viennent témoigner de leur rapport avec ces figures et tout ça. Alors, ça fait maintenant quelques années que j'ai écouté, mais ça m'a fait rigoler, la synchronicité. Ah, mon cousin m'envoie un truc, je suis au Père-Lachaise, et donc ça me fait directement penser, mais bien sûr, le travail que fournit Mélanie sur les archives, et sur les archives de femmes, et sur les archives de lesbiennes en particulier, et sur les histoires, et sur leur vie, etc. Donc, big up à Mélanie. Je recommande évidemment beaucoup cette série de podcasts, et ça fait le lien avec ce que je vous disais, pour moi, l'Hiérophante est forcément aussi lié au collectif lesbien, lesbi, auquel j'ai participé, de transmission, mise en valeur de textes, lecture de textes, pour raconter nos histoires si souvent invisibilisées, se retrouver dans communauté LGBTQI+. J'arrive plus à finir une phrase. Ma bulle est en train de parler aux pigeons, et donc ça me... Ceci dit, je passe directement à la carte suivante. En fait, elle parle aussi aux choukas. Et donc, je parlerai un peu davantage de la... Je parlerai de la symbolique des corps vidés plus tard dans la série de vidéos, mais là je passe aux ancêtres. Pour rester sur le thème du Père-Lachaise, bon, moi tout le monde sait, je suis fan des cimetières, j'adore ces endroits, c'est des endroits ouf en termes de biodiversité, c'est vraiment des havres et un bonheur de ce pétillant de biodiversité dans les villes en particulier, et voilà, j'adore ça, mais aussi les cimetières, ça fait penser aux ancêtres. Dans la carte ici, dans le Liberation Tarot, elle est appelée les ancêtres. Pour moi, c'est un volet très très important de cette carte ici. Et ça me fait bien rigoler que mon cousin, au moment où je suis en train de présenter les hiérophantes, de sélectionner mes hiérophantes, m'envoie ça. Parce que mon cousin, c'est quelqu'un qui s'est mis, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 2 ans, à faire des recherches généalogiques. Et il est complètement tombé dedans, ça le passionne. Et un des trucs qui l'intéresse, c'est de se dire, moi je trouve que les secrets de famille, c'est un truc, c'est du pur poison. Donc j'ai aussi une vocation, à travers mes recherches généalogiques, à faire péter les secrets. C'est marrant parce que la question du secret, d'une façon ou d'une autre, est quelque chose qu'on voit souvent. Les clés, le secret, dans les représentations du hiérophante. Et donc la question des ancêtres l'est aussi, la question d'établir des généalogies, des constellations, des liens de filiation, de parenté, de kinship, qui peuvent être plus ou moins génétiques ou plus ou moins marqués dans des arbres généalogiques. Et en même temps, les arbres généalogiques sont patrilinéaires, ça ne dit pas grand-chose de la génétique en réalité, mais plutôt de ce qui est retenu par les actes administratifs. C'est un des gros enjeux, finalement, des recherches généalogiques et des secrets autour de tout ça. Mais donc, le culte aux ancêtres, sous toutes ces formes, c'est quelque chose que je vais voir dans cette carte. Le fait de rechercher, encore une fois, de visibiliser l'invisible. Parce que si on a ce côté occulte, ce côté secret, c'est, pour moi, l'hiérophante, ça nous encourage à aller chercher et faire nos propres recherches. Aussi, au niveau de la généalogie, et si ça nous intéresse, de nos constellations. Aussi, par rapport au rapport qu'on peut avoir avec nos ancêtres qui seraient dans nos arbres généalogiques, par exemple, c'est aussi la question de nos ancêtres LGBTQI+, les ancêtres du genre, aussi ça peut être, je sais pas moi, les gens qu'on admire, les auteurices, les artistes en général qu'on admire et tout, et on s'inscrit dans leur lignée, donc c'est nos lignées au sens large, c'est nos ancêtres au sens large, et c'est les recompositions de tous nos liens ancestraux, au final, avec tout ça, qui peuvent être un enjeu, je trouve, dans cette carte-là. Donc, d'où la question de la transmission.
par exemple, de nos histoires, de nos luttes lesbiennes et ou féministes. Et donc, c'est ce qui me parle le plus parce qu'on le voit très très souvent dans les mouvements sociaux. On a un défaut de transmission. On a l'impression, à chaque génération, on réinvente tout. On oublie ce que les autres ont fait parce qu'on n'est pas d'accord sur de nombreux points. Parce que c'est aussi important de pouvoir transmettre nos désaccords. Et donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas une continuité très fluide, très directe, qu'on prend pas tout, qu'on doit forcément rejeter ce qui s'est fait avant, parce que sinon, en plus, on n'apprend pas de nos erreurs, par exemple. Et donc, la question des ancêtres et de nos ancêtres aussi, dans le sens de nos aînés, pas forcément des personnes qui sont décédées, c'est quelque chose qui est vraiment assez important dans l'histoire des luttes, dans qui on est et comment on se développe et tout. Et donc, par rapport à la question de la généalogie de mon cousin, c'est une petite anecdote, mais qui est quand même peut-être assez intéressante par rapport justement à comment on se positionne par rapport au savoir, qui le transmet et quels secrets on peut parfois nous transmettre et qui peuvent nous empoisonner. Il y a quelque chose qui m'a intéressée pendant de nombreuses années, aussi parce que, vous savez, je viens aussi des milieux plutôt agricoles, donc très liés à la terre, et donc que s'il y a des secrets qui sont liés à des lieux familiaux depuis des siècles, en plus on grandit, on se développe dans ces lieux-là, et donc on a quand même une signature énergétique dans ces lieux, une place des ancêtres et du secret et des violences qui ont eu lieu. Et voilà, j'ai déjà des frissons et envie de pleurer rien qu'à le dire. Alors, okay. Ça c'est quand il y a la présence... Là j'ai mes... Ok, donc ça c'est quand il y a la présence des ancêtres et des guides qui se fait sentir très fort. Je sens physiquement, mais je ne sais pas si c'est un oui ou un non de partager ça avec vous maintenant. Et donc, je dois faire une pause pour savoir si j'ai le droit de dire ce que je vais dire. Sinon, je vous laisse quand même ce moment-ci parce que c'est aussi important. Et honorer les ancêtres, c'est aussi ça. C'est que parfois, il y a des choses qui sont tabous. Donc on peut pas... Je pense pas que je vais raconter, en fait. Je ne vais même pas sonder davantage. Je sais que je ne vais pas raconter. Peut-être que le travail doit probablement se faire ailleurs. Oui, c'est ça aussi l'hiérophant par rapport au secret. C'est qu'en fait, au moment où nous, on a pu enfin mettre le doigt sur des gros secrets de famille, des générations complètement précédentes et tout, mais très présentes, que c'est le travail de deuil, parfois, c'est aussi... le travail du repos, c'est aussi parfois pouvoir respecter, une fois que tu identifies qui sont tes ancêtres, ce qu'elles ont vécu, etc., c'est pouvoir identifier leurs souhaits et parfois les réponses des ancêtres. Quand on tire le tarot aussi à des fins ancestrales et tout, c'est souvent des non. Alors là, tu vas pas voir. Là, j'ai pas envie que tu ailles. Là, tu t'exprimes pas sur ce sujet-là. Alors, cette personne, elle te fait chier, mais tu vas la voir maintenant, quand même, même si c'est... Voilà, et t'arrêtes de discuter avec ta grand-mère. Et il peut y avoir ce côté aussi un peu autoritaire, mais dans ce sens-là, dans la relation aux ancêtres qui est aussi assez importante. Et peut-être si je vois quelque chose du secret ou l'autorité dans l'hiérophante, ça va plus être de ce côté-là. Pause. Alors, déjà, je reviens d'avoir transféré mes vidéos parce que mon téléphone était déjà surchargé. Et ça me fait penser juste à un truc qui vient d'un coup remplir le champ du hiérophante pour moi. C'est que cette semaine, mon ordinateur m'a complètement lâché et ma sœur est venue à ma rescousse en me donnant un ordinateur qu'elle a récupéré de son ancien boulot et tout. Mais voilà, donc j'en suis tellement reconnaissante, c'était tellement efficace comme transfert des données. Et en même temps, du coup, je vois bien que, en tout cas dans mon cas, là tout de suite, il y a un champ plutôt familial qui vient s'ajouter sur la carte hiérophante. Ce qui va honnêtement pas forcément être le cas tout le temps, mais c'est le cas ici. Alors, je me disais, parce que je vous ai montré la carte ici, dans le Liberation Tarot, que j'allais vous faire un petit résumé de ce qu'ils en disent ici. D'abord, il y a la description, donc on voit l'octopus, la pieuvre flotte dans l'océan, et au-detour et au-dessus, on a des empreintes fossilisées et des slow worms, donc des lents vers, je ne sais pas comment on traduit ces vers en français. Et les fonds océaniques
et la pieuvre et les vers ancestraux créent une danse d'évolution entre l'eau et la terre. Intéressant. Donc ça nous explique qu'on est connecté aux personnes qui sont venues derrière nous, qu'on est relié à leurs histoires, à leur mémoire, à leur magie, et que au-dessus comme en bas, ici dans les fonds océaniques, du coup, les ancêtres nous rappellent que la sagesse est un héritage à cultiver. Nous avons pour mission, pour obligation de nous baigner dans la divinité qui nous entoure, l'océan, la pieuvre, les vers. Notre lineage, nos lignées ne sont pas définies simplement par le sang, mais par l'esprit. Queer your inheritance. Donc, queerise ou queerifie ton héritage. Ça reste notre responsabilité d'interpréter les vies de nos parents et des parents de nos parents et d'ouvrir les portes à l'intuition ancestrale. Je crois que je suis finie pour la traduction. Mais ouais, c'est très très intéressant. J'aime vraiment beaucoup cette vision d'hiérophante. Je mettrai d'autres choses dans cette carte, mais en même temps, c'est important pour moi d'aller aussi vers des jeux où on a cette vision-là. C'est la carte des ancêtres. Waouh, ça tape fort directement. J'ai pris le Rainbow Tarot juste parce que, pour rappeler qu'au niveau numérologique, les cartes 5 sont pas d'office, mais peuvent être reliées, et donc l'hiérophante peut être reliée aux cartes 5, qui sont des cartes de crise, de tension, de friction, de moments de remise en question, pour peut-être repartir sur d'autres bases. Et c'est vrai que notre rapport au savoir et à la sagesse nous fait parfois aussi ressentir ces moments de presque d'irritation, de doute, des moments un peu difficiles pour mieux pouvoir en fait reconstruire, partir sur de nouvelles bases après avoir questionné, remis en question, etc. Mais que c'est aussi nécessaire parfois par le rapport que peut avoir aussi cette carte avec, par exemple, la tradition, de pouvoir se dire, ok, qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et donc ça peut être un peu difficile pour pouvoir passer à d'autres choses. Mais oui, c'est la carte du signe du taureau, et donc c'est aussi une carte, parce que dans mon cas, j'aime bien porter l'analyse astrologique quand même dans mes lectures, dans mes interprétations du tarot. Du coup, c'est aussi une carte qui a tendance à figée. En tant que carte du taureau, du coup, elle va aussi interroger notre rapport à la tradition, à ce qu'on aime bien savoir, être transmis, avoir traversé parfois juste quelques mois, parce qu'il y a des traditions assez récentes, parfois des siècles, et comment elles évoluent, et qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas. Et c'est vraiment tout un enjeu du taureau qui aime quand même vraiment bien se dire qu'est-ce que j'ai envie de stabiliser, qu'est-ce que j'ai envie de conserver, qu'est-ce que j'ai envie de protéger, et aussi pour que ce soit viable, parce que c'est quand même aussi le cas, parce que justement on a ce souci de transmission et de conservation. Qu'est-ce qui doit évoluer pour pouvoir conserver et mes souvenirs, et mes héritages, et mes routines, et voilà. Et donc on sait bien que la tradition peut être instrumentalisée à des fins conservatrices, réactionnaires, autoritaires, etc. Mais la tradition, c'est aussi, et puis si vous êtes là, que vous êtes intéressé par le tarot, vous êtes peut-être aussi intéressé par tout ce qui est des questions de paganisme et tous ces trucs, aussi ça nous sert à créer du lien avec nos écosystèmes, avec la terre, avec les histoires de nos lieux, avec les histoires des plantes, etc., etc. Et donc les traditions ne sont pas forcément quelque chose qui a pour vocation de faire genre c'est comme ça, c'est immuable et c'est pas autrement, mais qui peut nous intéresser pour trouver des fils conducteurs, des fils rouges, ce qu'on se transmet, qu'est-ce qu'on cherche comme continuité dans le changement, l'évolution, l'effondrement et toutes ces choses. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, de voir une carte comme un rapport à la tradition. Et peut-être que du coup, c'est l'occasion pour moi, avant de repasser davantage à l'analyse astrologique, je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas, c'est la carte du Spacious. Alors ça, c'est pas de problème, c'est sûr, c'est une de mes préférées. On a des pierres levées, du style Stonehenge. Et c'est juste magnifique, hein. On a un dernier croissant de lune qui se lève au petit matin et le soleil qui se lève dans l'alignement des pierres, et donc potentiellement un solstice
d'hiver ou d'été. Et donc, on a aussi ces choses qui nous relient au temps long, qui nous relient au temps de nos ancêtres, éventuellement de la préhistoire. Alors, évidemment, là, à cause de la précession des équinoxes, et je ne suis même pas sûre de dire ça correctement, en fait, les axes où passait le solstice il y a 2, 3, 4 000 ans, c'est plus où il passe aujourd'hui, donc le soleil ne va pas forcément se lever au même endroit, mais on peut quand même encore cultiver cet imaginaire, ou cultiver d'autres types de rituels, et donc c'est aussi notre positionnement par rapport à ça. Ben, si on pense à Stonehenge par exemple, il y a encore plein de gens qui y vont pour le solstice, j'ai envie de dire d'été en particulier, pour cet alignement de pierre-là en particulier, mais je suis même pas sûre, et pour faire d'autres types de rituels. Et parfois, c'est des choses qui ont une connotation spirituelle ou religieuse importante pour les gens qui sont là, et parfois, c'est juste un moment important de connexion au cycle du soleil. Là, on est aussi invité à penser les cycles de la lune, et on est sur le dernier croissant qui est d'office un moment où on dissémine, on intègre, mais aussi au moment où on intègre les leçons du cycle, il y a forcément des choses qui vont se diluer, qui vont s'émietter, qui vont pas rester, mais qui vont potentiellement aller nourrir le compost pour que d'autres choses renaissent. Et pour moi, c'est ça l'histoire de la transmission. Et l'histoire de comment on se positionne par rapport à la transmission du savoir, la transmission de nos histoires, et qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas. C'est l'histoire pour moi du dernier croissant et de la lune sombre. Parce que c'est une mise au compost et que tout va pas rester, mais ce qui va être décomposé va servir sous d'autres formes. Et donc l'intérêt aussi du service est probablement quelque chose qui est intéressant. Et comme vous savez, j'aime bien visualiser, parce que je l'ai dit jusqu'ici, les cartes de la première ligne de l'arcane majeur en particulier. Et là, on est vraiment en plein dedans, comme des lieux, comme des parties de nous, mais en fait, je les visualise assez rarement comme des figures, moi, dans ma tête ou dans mon ressenti, ou donc les images, les sons, les odeurs, tout ce qui me vient au niveau des sens. Vraiment, vraiment, quand je pense à ces cartes, c'est souvent des choses qui me connectent à tout l'univers, tout le paysage de cette carte. C'est des lieux. C'est pas des figures humaines qui me viennent. Pour moi, au niveau archétypal, ces cartes, elles ouvrent un champ qui est au-delà des humains et qui nous positionne aussi en tant qu'humains, humaineux qui pratiquons du tarot, dans quelque chose de plus large. Donc j'aime vraiment beaucoup avoir ce genre d'image parce que ça m'évoque plein de choses. C'est ces lieux qui nous paraissent chargés d'une histoire du culte. Je suis en train de regarder par la fenêtre une vieille église romane, et du coup le fait qu'il y avait potentiellement des cultes antérieurs au culte marial. Voilà, j'adore ces lieux-là. Ça me fait penser aussi à des choses comme la théorie des alignements aussi, pas juste les alignements des pierres, enfin, toute cette théorie un peu, alors pas du tout, alors des champs magnétiques de la Terre et tout. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été confirmées, pas du tout vérifiées scientifiquement, ok, les lieux vibrent entre eux, il y a des alignements entre les lieux de culte, et donc ça a une signification, ou forcément toutes les églises chrétiennes sont bâties à des endroits où il y avait des cultes païens préalables et tout. Parfois c'est le cas, mais pas toujours, et on aime bien, surtout voilà, dans nos milieux, on aime bien généraliser ce genre de choses, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'avoir l'impression qu'il y a des lieux qui vibrent, qu'il y a des anciens lieux de pèlerinage où on sent encore quelque chose de beaucoup plus vieux. Le rapport à la mer qu'on avait ici avec l'ancêtre, ça me rappelle que j'ai beaucoup vécu sur des endroits de collines qui sont des buttes témoins. Donc c'est des restes de sédiments des anciens fonds marins de l'époque où la mer recouvrait la Flandre, et que pendant des millions d'années, elle a oscillé entre cette limite entre la Wallonie et la Flandre. En fait, c'est un peu la frontière linguistique. Mais il y a quelque chose dans ces buttes sédimentaires, et beaucoup dans ces buttes témoins.
et dans le fait que beaucoup d'entre elles, en tout cas là où j'ai vécu, là où j'ai grandi, là où, hein, à différents moments dans ma vie, où beaucoup d'entre elles ont été historiquement, depuis des temps, pas immémoriaux, mais on a des traces de l'époque gallo-romaine en tout cas, ou celte, des lieux de pèlerinage, je trouve que c'est pas innocent, quoi. Et donc, en fait, ces versions-ci de la carte ensemble vont pas mal me toucher. Je vais le mettre à côté de cette esquisse de Cernunnos. Cernunnos, on dit en français, non? Mais je vous montre la carte du tarot ultraviolette qui va définitivement aussi faire partie de mes préférés. Et je vais vraiment cette fois-ci en profiter pour faire les liens astrologiques parce qu'ils me plaisent. Peut-être qu'au final, je ne les ferai pas. Non, mais on est hallucinante là. On a encore une fois les corvidés, les clés. J'aime bien les corvidés parce que c'est des animaux qui ont une capacité d'apprentissage infinie et de recomposition et de mémoire. Et alors, c'est un truc extraordinaire de passer du temps à les observer. J'adore ça. Elles sont partout. Pourquoi? Les choukas, par exemple. Je dis elles, je sais, c'est un mot masculin. Mais j'ai toujours envie de dire les choukas. Ah, là, on a deux qui passent, justement. Pourquoi elles sont aussi répandues? Parce qu'elles se débrouillent mieux que les autres, qu'elles arrivent beaucoup mieux à lire leur paysage et à s'adapter aussi aux changements. Hein, par exemple, les changements que les humains imposent à la biodiversité, aux écosystèmes, etc. Et donc voilà. Et donc cette intelligence en fait un très très bon animal pour représenter le côté ancestral. Ici on a une personne qui est bien équipée avec ses gants pour les écouter et qui a l'air de parler le langage des oiseaux, d'être attentive aux augures. Et donc, et en même temps, voilà, on a cette connexion où tout semble être lié ici. Et puis, en même temps, alors qu'on a tout ça qui se passe dans les cieux, dans les souterrains, ici, dans cette espèce de petite caverne, qu'est-ce qu'on a? Une boîte fermée, et c'est les corneilles hein, qui ramènent les clés, qu'on va potentiellement pouvoir ouvrir une boîte avec ça. Qu'est-ce qu'on a autour? Là, on a un hommage aux hiérophantes tel qu'on le conçoit dans le tarot classique, donc l'hiérophante, ça fait un rappel des prêtres de l'Antiquité, en particulier des prêtres d'Éleusis. Et donc ça nous fait un rappel aux traditions de mystère, aux écoles de mystère comme les mystères d'Éleusis, donc les mystères qui sont liés au culte à Perséphone et à Déméter. On a ici le symbole des enfers. J'allais dire c'est des grenades, mais en fait d'ici on dirait plutôt des espèces de figues. Mais ça me fait penser au symbole des enfers avec les grenades, et c'est tellement petit. Après l'échelle a l'air un peu spéciale ici, c'est aussi ça qui est intéressant. Et aussi quand on pense le temps long, toutes ces choses, il y a peut-être une disruption du temps linéaire, tel qu'on peut le percevoir avec l'hiérophante quand elle nous invite à penser aussi avec nos ancêtres. Et puis on a les épis de blé, donc là on a le lien avec l'agriculture et avec Déméter. Pour moi c'est une carte que je sais, c'est le taureau qui est gouverné par Vénus, mais en fait, il y a un côté très saturnien dans cette carte aussi, je trouve, avec cette espèce de temps long, avec la question des ancêtres. Je suis obligée d'avoir aussi, notamment, Saturne en tête quand je pense à cette carte aussi. Je sais pas, je la trouve très riche, peut-être même là, d'un coup, un peu trop, parce que j'ai un peu de mal avec, à cette heure-ci, je suis fatiguée, à en résumer quelque chose de cette carte-là. Je n'aime pas quand on a cette position où l'initiation, les mystères d'Éleusis, les traditions autour du secret, etc. Et en même temps, je suis aussi, comme beaucoup de gens, fascinée par l'histoire de ces mystères d'Éleusis et le rapport à l'immortalité, à l'agriculture, au cycle de la vie et de la mort. J'aime bien voir ces symboles-là dans l'hiérophante, mais c'est assez rare que ça connecte directement avec les interprétations que je me fais de cette carte. Je me sens nulle, mais en fait, je ne suis pas capable de faire toutes les analyses astrologiques que j'aurais envie de faire maintenant avec cette carte, parce que je suis trop fatiguée. Mais je vous garantis que vous devez aller voir la vidéo avec mes textes, ou aller lire les textes en question, les liens seront en dessous, où je partage mes analyses de la carte avec cet angle-là. Et donc, comme c'est la carte du taureau, on fait ce qu'on a commencé à faire avec la carte de l'empereur, et le lien avec les cartes associées au taureau. Pas pour tout le monde, on n'est pas obligé de lire les cartes comme ça, mais selon les associations astrologiques les plus conventionnelles dans le tarot, qui sont celles de l'ordre hermétique de la Golden Dawn. Donc on va associer ces cartes aux cartes qui sont associées au signe du taureau dans l'arcane majeur.
Donc c'est le signe fixe de terre, donc pentacle pour la terre, et signe fixe, c'est le 5, le 6 et le 7. Et je promets que j'avais des tonnes de choses à dire là-dessus. Mais que ça va pas marcher aujourd'hui. Je me sens trop pas à la hauteur de cette série. Et un peu, comme j'ai pris du retard par rapport à la série, j'ai quand même envie d'avancer, je me sens un peu obligée de faire cette vidéo, alors je suis pas très en forme. J'ai été chercher la carte dans le tarot des déesses de la nuit, Intuitive Night Goddess Tarot, et voilà, j'avais envie de voir ce que ça donnait, parce que je l'avais pas en tête, c'est pas un tarot que j'utilise souvent, mais je l'ai sorti là ces derniers temps, et avec cette mystique, pour le coup j'adore, parce qu'elle a un côté très très vénusien. Oh, on a les fleurs, on a l'abondance, on a cette espèce de personnage qui est sirène, ou celle qui, avec ses coquillages dans les cheveux et tout ça. On a un symbole de la mort quand même et des ancêtres potentiellement avec les coquelicots derrière. On a le livre avec les clés. On a la face cachée de la lune qui nous fait penser à tous les côtés occultes. On a aussi en plus des clés ici une espèce de boule de divination, une boule de cristal, je sais pas. On a un rappel de la petite lampe de l'ermite, parce que je trouve que c'est des cartes qui ont quand même beaucoup de points communs, mais aussi parce qu'elles sont associées toutes les deux à des signes de terre. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'à un moment, je pensais qu'il y avait aussi un lien avec le diable, et j'en parlais au début. Je ne sais pas encore ce que je pense de cette carte, je ne l'ai jamais tirée, j'ai jamais plus que ça réfléchi avec elle. Je viens de ressortir ce tarot que je ne connais pas encore bien, mais elle me fait réfléchir. Je trouve qu'elle a vraiment un côté super vénusien. Et comme j'aime bien penser le tarot quand même avec les associations astrologiques, je sais pas, ça m'évoque un potentiel en fait de concevoir cette carte autrement. Donc voilà, c'est pour ça que je la mentionne, mais pas forcément parce que je vais vous en parler plus que ça. Cette carte, c'est devenu la messagère dans le Next World Tarot. Le Next World Tarot et sa messagère, en fait, je l'aime bien, mais je pense pas que je vais garder cette carte-là dans mes préférés, parce que j'aime bien penser cette carte aussi comme, par exemple, si on est dans un endroit où on distribue la parole et on est ensemble, et on est dans un échange intergénérationnel, par exemple, et on peut avoir un bâton de parole, par exemple, pour faire en sorte que chacun, chacune puisse prendre la parole et tout. Et là, le fait d'avoir quelqu'un sur l'estrade qui les galvanise, les foules, qui porte un message, ça fonctionne. J'aime beaucoup cette carte. Je sais que quand je vais vers ce tarot-là, je m'attends à ce type de carte. Et donc, je suis contente de voir débarquer cette carte-ci pour l'Hiérophante. Mais en fait, je ne pense pas que je vais la sélectionner non plus dans mes préférés. Et pareil, du coup, j'ai sorti le Turning Terrestrial Tides Tarot avec la question de l'autorité. On a plusieurs fois, qu'est-ce qui est réel pour toi? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Qui est répété ici sur le côté. Là, on a le pouvoir plus l'autorité, 3 petits points. L'un est inhérent, foncier, fait partie de nous. Et l'autre nécessite la permission et la coopération. Là, on a la Maison Blanche. On a des espèces de flics surarmés, genre CRS. On a une église. On a des mains levées en mode adoration, potentiellement même salut nazi, c'est l'horreur quoi. Et puis à côté, on a une bibliothèque avec le rapport encore au savoir. Ouh, ça questionne là, ça vient nous chercher. On a une version assez oppressante, hein, l'autorité de la figure du pape. Et en même temps, si je vais vers ce tarot, je sais qu'on a ce parti pris là et que du coup, je suis aussi confrontée à des aspects des cartes qui ne sont pas ceux que moi je vois en priorité, et ça m'intéresse aussi. Alors j'ai 4 cartes derrière moi et je vais ajouter le tarot ultraviolette et comme ça j'ai ma sélection et je vous montre juste quelques bonus. On a l'enseignant, enseignante, donc ça c'est un mot que j'aime vraiment bien, que j'associe beaucoup à la figure ici du hiérophante, la hiérophante, le pape.
Et donc dans le tarot du nouveau départ en français, ici c'est la version en anglais et du coup c'est le New Chapter Tarot. On a déjà des symboles astrologiques qui ne sont pas les symboles habituels de cette carte. Personne avec une espèce d'étoile qui a l'air d'être Vénus, des espèces de lions. Si je ne me trompe pas, ça fait référence à une divinité. Je pense que c'est noté dans le petit livret, mais là je ne l'ai même pas en tête, donc vous voyez, ça ne nourrit pas trop mon analyse. La personne est en mode scribe et elle est en train d'écrire, mais la feuille semble se diluer comme ça et devenir des flots. Donc c'est super intéressant, ça nous dit aussi qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on veut élever au grade de ce qui est digne et qui est important à transmettre, et en même temps, qu'est-ce qui va passer ou ne pas passer dans ce qu'on a envie de transmettre. On a une espèce d'illumination aussi, avec une espèce de Vénus derrière. On a la question du portail, qui n'était pas présente jusqu'ici sur les cartes que j'ai montrées, et en même temps qui est très important pour visualiser la transmission. Peut-être qu'on a cette personne au statut un peu divin ou au statut de prêtresse qui nous reçoit et qui peut noter des choses, nous transmettre des choses et puis quand même nous laisser passer, nous, cette espèce de portail. Et ça fait le lien, peut-être le fait que j'en parle ici, avec la carte suivante qui va être la carte des amoureuses, et où on s'empare du savoir et on s'envole avec lui, on fait genre... C'est bien tout ce qu'on a pu me dire, mais là je fais mes propres choix, j'y vais, je goûte à l'arbre de la connaissance et j'emmerde tous les gens qui sont les gardiens du bon savoir, de la bonne manière de penser. Et donc on a quand même quelque chose qui est intéressant dans comment on pense classiquement le séquençage, le linéaire des cartes de l'arcane majeur. Ça me fait penser cette carte-là à Hypatie. Hypatia, l'astrologue païenne, du, je sais pas, 5e siècle, je suis même pas sûre là pour le coup, Alexandrie, qui a été persécutée par les chrétiens, parce que c'était une savante, du type de savoir dont on ne voulait plus un moment, hein, astrologue et astronome, et femme érudite, et enseignante de ce savoir-là, comme je pense son père, hein, donc inscrite aussi dans ces familles de personnes qui transmettent des choses. Je pense pas que c'est ce qu'on a voulu représenter là, mais ça me fait penser à Hypatie personnellement. J'ai plus beaucoup de place, je termine. Hiérophante du tarot du Holy Spectrum. J'ai l'impression que c'est aussi se référer à la connaissance en soi, à ce qu'on sait et à savoir écouter nos petites voix très profondément en nous, ou aussi les voix de nos ancêtres. Peut-être qu'elle me fait un peu penser à la grande prêtresse dans ce tarot aussi, donc c'est pas celle que je vais garder. Bon, bah du coup, parce que je me dois de clôturer, je sélectionne tarot ultraviolette, Fifth Spirit ou tarot inclusif, Wild Unknown ou tarot des mondes inconnus, Liberation Tarot et évidemment le Spacious Tarot. C'est rigolo, c'est un tarot que j'utilise quasiment pas en tirage, mais qui a plein de cartes qui vont être mes préférées. Je vous dis au revoir, je vous remercie d'être là, vous avez remarqué... Je viens d'avaler un peu de sauce, j'ai fini le fond de ma tasse. Vous avez remarqué que j'étais fatiguée et que j'ai quand même voulu avancer dans cette série. Je suis désolée, c'est pas ma vidéo la plus construite ni rien. N'hésitez pas à aller voir soit mes textes pour les lire, soit ma lecture des textes sur l'hiérophante si ce sujet vous intéresse. Et à très bientôt pour la carte suivante, les amoureuses.